Le point. Voilà une chose à laquelle je ne m'attendais pas, cette amitié avec Bachot. Je ne m'étendrai pas non plus sur cette étrange relation avec un poète mort depuis si longtemps déjà. Un nègre est un homme et tout homme est un nègre. Revoir la même chose sous un nouvel angle. Je n'ai qu'à fermer les yeux pour imaginer ce couple dans la sérénité du dimanche matin, le baiser volé au dernier tour du sommeil, la robe de chambre fripée qu'on enfile en dansant sur une musique brésilienne, les pieds nus sur le plancher, l'odeur naissante du café et le journal qu'une main ramasse sur le palier de la porte. À ce cocktail littéraire, quelqu'un me lance enflammé, écrire, ça ne veut rien dire. Justement, ça veut dire écrire. Anaïs Nin, journal 1931-1934, Sylvia Plath, carnet intime. Pour la simple raison qu'il ne vit pas dans son pays natal, un écrivain épuise une grande partie de sa précieuse énergie à répondre à des questions relatives au fait qu'il n'habite pas dans le pays où il est né. Je crois que dans ces moments de crise aiguë, où tout semble bouger sous nos pas, il est bon de quitter notre époque. Bonjour Dany Laferrière. Bonjour, chère Valérie. Et merci pour cette lecture haïkousante, si j'ose dire. Je ne sais, le mot n'existe sûrement pas. Mais ces phrases, en tout cas, sont extraites de votre nouveau roman dessiné, En route avec Bachot. Sur la route avec Bachot. Pardon, Sur la route avec Bachot. J'aurais tellement aimé être en route avec Bachot. C'est vrai. Je l'ai faite, mais de façon un peu plus abstraite. Et quand j'étais au Japon, j'avais demandé à mon éditeur japonais, c'était au moment, je crois, où je publiais Tout bouge autour de moi. Et il m'avait invité parce que Haïti a eu un grand tremblement de terre et tout de suite après le Japon. Et j'avais demandé comme cadeau qu'on me permette de prendre la route avec Bachot sur son chemin, avec son vieux bâton de pèlerin. Donc, Sur la route avec Bachot, qui vient de paraître aux éditions Grasset cet automne. Bachot, donc, dont vous aimez tant les haïkus, qui sont d'ailleurs magnifiques, vous en citez plusieurs dans ce livre. Et ce qu'on peut constater, c'est que l'Académie française a donc élu en vous un artiste en plus d'un écrivain. Mais est-ce que vous aviez quand même prévenu vos futurs pairs de cette embrouille? Je ne sais pas, je suis sûr qu'avec le temps, c'est près de 450 ans, il y a dû y avoir des gens qui s'amusaient à l'académie à faire des dessins à côté. Et ce n'est sûrement pas la première fois. C'est peut-être pas si courant. Et rarement on a eu des académiciens qui ont publié des dessins, mais ce n'est pas la première fois qu'ils ont tenté de dessiner ou de faire des tableaux. Bon. Alors vous, pour revenir à la géopolitique littéraire, haïtiano-canadien et japonais par autodécret, vous êtes quasiment devenu un Parisien. Et d'ailleurs, c'était l'objet de votre premier roman dessiné en 2018 qui s'appelait « Autoportrait de Paris avec chat ». Où vous ressuscitiez donc pour la première fois ce trésor du geste manuel dans un opus entièrement manuscrit. Et on vous a découvert ce talent. Alors ceux qui se font dédicacer les livres savent que vous avez tendance à accompagner la dédicace d'une fleur ou d'un signe poétique comme d'un calligramme, on pourrait dire. Mais on ne savait pas à quel point finalement vous étiez artiste plasticien. Et comme vous avez toujours dit que vous aviez appris à écrire, que votre style vous venait des peintres naïfs haïtiens, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment il a fallu tout ce temps pour que vous osiez faire un peu comme eux, si on peut dire?
Oui, il y a pas eu d'audace parce que j'étais pas au courant. Et je ne voulais pas, je ne prétendais pas. Et j'étais déjà bien accompli dans mon premier mouvement, c'est-à-dire celui de romancier primitif. Et j'étais impressionné par leur art, le côté direct de cet art primitif et complètement nuancé malgré tout, puisque c'est ça que j'avais découvert dans l'art primitif haïtien, que c'est beaucoup plus complexe qu'on le croit et que le point de fuite n'est pas du tout au fond du tableau, comme dans certains tableaux européens, j'allais dire, ou d'un art plus classiquement européen, et que le point de fuite était dans le plexus de celui qui regarde. Donc, ayant fait cette découverte, je m'étais fait une sorte de fraternité avec et ces peintres, et parce que c'est exactement ce que je veux, et aller de l'autre côté. Et je n'invite pas le lecteur à pénétrer dans mon intériorité, je pénètre dans son intériorité, éliminant du coup tout esprit critique chez lui, puisque je l'habite, puisque je l'intoxique, et avec les odeurs, les couleurs, les parfums, et tout cela. Donc j'avais appris cela de ces peintres primitifs, ça me convenait. Et c'est arrivé d'un coup comme ça que j'ai eu envie de peindre, de dessiner et d'écrire en même temps. C'est là la différence avec ces peintres, hein. J'écris aussi dans les tableaux. Alors, pour revenir à votre île natale, vous êtes donc né à Port-au-Prince en 1953, entré en littérature depuis Montréal, avec une bombe nommée « Comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer ». Mais vous êtes surtout l'enfant grandi sur la galerie de sa grand-mère, la célèbre Da, celle de l'odeur du café. Et votre départ d'Haïti, vous l'avez raconté et ça a fait trembler les lecteurs du Cri des oiseaux fous, que je recommande à tout à chacun. Et dans ce livre, vous écrivez que cela soit écrit quelque part, un Haïtien a réussi à ne penser qu'à lui-même, pas dans le sens physique du terme, mais plutôt métaphysique. C'est l'une des opérations les plus épuisantes de ma vie. On devrait mettre une plaque sur ce banc. Ici, ce 1er juin 1976, un jeune Haïtien de 23 ans est parvenu à sortir de ce grouillement humain pour oser penser à lui-même. Un individu est né, j'en suis tout étourdi. Oui, oui. Je ne sais pas si le narrateur est toujours l'auteur. Et c'est ça, disons, mon écriture. C'est à la fois de parler pour moi et en même temps, pas pour les autres, mais avec tous les autres, avec leurs rêveries, avec leurs histoires. Et j'entends, je suis une très grande cage acoustique et j'entends beaucoup de voix. Mais je les mets, je les singularise et je les mets dans en effet, une opération. C'est là ma petite alchimie. Mais en fait, c'est vrai que c'est très difficile en Haïti de sortir de cette vision collective et qui est tout à fait normale puisque on a l'air d'être en train de plonger dans un trou béant et on le fait collectivement. Et donc de là, essayer de sortir, de faire une sortie individuelle, c'est absolument pas acceptable moralement. Mais comme j'ai dit dans ce petit texte, et c'est pas une sortie égoïste, et c'est une réflexion personnelle parce que on a l'air d'avoir toujours trouvé des solutions collectives et pourtant on continue cette chute et sans fin. Et peut-être si on reprend cette énergie individuelle qui a fait qu'on est sorti de l'esclavage par des individus tellement puissants comme Toussaint Louverture, ce serait intéressant. Ça pourrait attirer les gens dans d'autres perspectives. Et c'est très dur à faire. Avoir tous les gens autour de vous en train de plonger dans un gouffre et à tenter une échappée. Et on a l'impression de trahir, comme maintenant par exemple, j'interviens très rarement, presque pas, sur la situation politique haïtienne. Je refuse de plonger dans ce gouffre et je tente des choses qui n'ont pas l'air d'être en accord avec, disons,
la situation dramatique du pays, je n'ai pas les larmes qu'il faut. J'écris sur le Japon, je me promène dans le monde en compagnie d'un poète japonais mort il y a des siècles. Et ce n'est pas le moment. Quand Haïti est sous un tremblement de terre, il y a une errance collective, il traverse les États-Unis venant du fond de l'Amérique latine, et quand il y a un président assassiné, un gouvernement extrêmement instable, et me voilà à faire des dessins, des couleurs et à écrire sur un poète. Et je crois que c'est important, c'est une fenêtre pour les autres jeunes gens, et qu'on n'est pas obligé de marquer la tragédie et pour s'en sortir. Il ne suffit pas de pleurer, il faut aussi une énergie nouvelle. Cette énergie, vous l'aviez remarquablement résumée dans une exposition qui avait eu lieu au Grand Palais, où on a découvert les artistes haïtiens. Et vous aviez marqué un arrêt devant les oiseaux de Seller, qui est un des artistes de la Grand Rue. Et vous aviez dit, en les regardant, ces oiseaux, on est dans l'énergie même de l'envol, le regard tourné vers la terre, parce qu'on est plus fort ainsi pour monter. Voilà l'art haïtien, voilà Haïti, se tenir droit dans un espace neutre, au cœur des choses les plus violentes. Oui, tout à fait. Oui, ça me permet de dire que je ne suis pas unique et dans cette histoire-là. C'est presque, disons, national. Comment ce tourbillon, ce bois, cette foule et de gens qui coulent collectivement, mais qui est composé de personnalités, d'énergie singulière si forte, c'est étonnant aussi. Ce Seller-là, ces grands oiseaux, je me souviens, il y a 2 ou 3 ans, j'étais allé à Port-au-Prince, à la Grand Rue, là où se trouve leur quartier général de ces artistes de la résistance, et Seller m'a pris à part avec un petit sourire de complicité pour montrer les oiseaux. Il m'a dit, ils sont revenus. Tous les peintres du monde, tous les artistes du monde ne pensent qu'à une chose, que leurs tableaux ne reviennent pas chez eux, et qu'ils soient vendus, et qu'ils aillent ailleurs. Mais il avait l'air tellement content, et on voyait bien que c'était pas des oiseaux simplement, ce n'était pas seulement de l'art. Il avait conscience, lui, si pauvre, qui n'a rien, qui vit dans un petit endroit, un petit espace réservé à lui et à d'autres, et dans ce quartier, dans cet espace extrêmement démuni ou riche d'un art si magnifique, et tous ces artistes. Et bien, lui, il pense garder ces oiseaux, il en était fier. Il m'a montré, il m'a dit, vous savez, les oiseaux c'était le petit palais ou le grand palais de cette exposition et à Paris sont revenus, ils sont à la maison, regardez-les. Et puis je les ai vus vraiment coincés dans un espace fermé, mais toujours avec la même énergie, le menton vers la terre et les yeux légèrement baissés et l'envol. Alors vous avez, après, pour revenir un petit peu sur votre parcours, vous avez, après ces premiers livres, entamé une autobiographie américaine. Et d'ailleurs, on peut la retrouver chez Grasset, qui l'a rassemblée sous le titre Mythologie américaine. Vous avez sans doute fait plusieurs fois le tour du monde, ou est-ce que j'exagère ? Vous êtes devenu donc cet écrivain japonais, et vous êtes bien des livres plus tard, donc une trentaine, des films, des articles, des chroniques à la télévision. Après des dérives douces, des après-midi sans fin, des journées en pyjama à pratiquer l'art presque perdu de ne rien faire, parce que vous travaillez celui des titres admirablement, comme on l'entend ici. Vous avez reçu, pour l'énigme du retour, le prix Médicis 2009. Et nous parlions tout à l'heure des prix littéraires, et je me souviens que dans Tout bouge autour de moi, le livre qu'Haïti vous a là immédiatement requis. C'est-à-dire, vous dites qu'en général, vous n'êtes pas en phase avec ce qui se passe, mais là, ce livre, en tout cas, l'était. Il y avait toute une réputation des prix littéraires qui avaient été gagnés à ce moment-là par les écrivains haïtiens. Qu'est-ce que c'est qu'un prix littéraire pour vous, Dany Laferrière? Qu'est-ce que c'était ce prix, l'énigme du retour, et pourquoi ce livre-là, à votre avis, plutôt qu'un autre?
D'abord sur le livre lui-même, Tout bouge autour de moi, ça n'a rien à voir avec le brouhaha politique. Et j'étais présent. C'est un événement qui dépasse l'actualité, qui dépasse la mesure de l'homme. Et tout le reste, c'est notre situation, c'est ce que nous avons fait de nous-mêmes, et pour en arriver là, à un état déliquescent. Mais le tremblement de terre, c'est quand même pas notre faute. Et j'étais présent, donc c'est normal que je témoigne. Et tout à fait. Et c'est vrai qu'il y a eu le prix Médicis pour l'énigme du retour. J'ai pas eu de prix littéraire à part le prix Carbet assez tôt, que Glissant m'avait donné je crois, peut-être 91 Justement pour le cri des oiseaux. Pour l'odeur du café. Non, c'était tout à fait. Pour l'odeur du café, il aimait bien ce parfum. Et à part ça, j'ai pas eu de prix littéraire avant le 18e livre à peu près. Donc, je ne suis pas un mangeur, un consommateur de prix littéraires. Les prix littéraires, pour moi, je peux dire que ce n'était pas très important parce que c'est venu assez tard. Et dans le sens que ça m'a pas permis de prendre l'envol. Et c'est un livre lui-même qui m'a permis cela. C'est Comment faire l'amour avec un ex sans se fatiguer. Et qui représente, disons, la plateforme de lancement et de ma carrière, si on peut appeler ça, et d'écrivain. Il y a toujours un malentendu à propos des prix littéraires. Des fois, on vous le donne parce que ça fait 3 ans qu'on ne vous l'a pas donné pour des livres qui méritaient plus que quand on vous le donne. C'est très compliqué l'analyse d'un prix littéraire. Pour l'énigme du retour, c'était un livre que je ne voulais pas publier parce qu'il me semblait très intime. J'avais écrit à mon éditeur Charles Danzig pour lui dire « Bon, je te fais lire, et si ça t'intéresse, même pas ». Et quand il m'a dit oui, j'ai repris le manuscrit, j'ai ajouté des textes en prose qui accompagnaient les textes plus poétiques qui étaient là, plus haïkuisants, comme tu l'as si bien dit, et qui étaient là. Et pour donner une explication, sinon ça aurait été un peu trop difficile pour le lecteur. Et j'avais fait une faute, disons, à ma manière d'écrire. Et mon rêve avant l'énigme du retour, c'était de n'écrire des livres dont on ne peut en aucun cas sortir une phrase. Ce qui était contraire à la littérature dans laquelle j'avais été élevé, caribéenne, disons haïtienne, où les écrivains travaillaient bien leurs phrases, où l'on peut dire, faire des citations Mais quand on lit, si on relit, même le cri des oiseaux fous, le goût des jeunes filles, l'odeur du café, on trouve pas facilement des phrases jolies, des métaphores, des belles phrases, des envolées lyriques et qu'on peut citer. On peut citer uniquement des situations, une ambiance. Et l'énigme du retour, ce n'était pas cela. Il y avait beaucoup de phrases qui étaient très littéraires. Donc, dans ma tête, c'était comme, bon, je vais céder à cela. Peut-être que ça me ferait plus de lecteur en Haïti. Parce qu'il y a des phrases qu'on peut rouler dans sa bouche en se disant, ça c'est très, très joli et tout ça. Et donc, j'étais étonné de voir que ce livre a eu un tel succès, parce que, pas seulement le prix, mais déjà même quand le livre est paru, il y avait beaucoup de lecteurs, et c'est comme si on découvrait que j'étais un écrivain. Donc un écrivain, c'est écrire des belles phrases aussi. Donc j'étais un peu vexé. Je pensais un peu écrire comme Hemingway, où dans certaines de ses nouvelles, on ne trouve rien à citer. Je voulais être un écrivain américain, comme je l'avais dit, autobiographie américaine. Un écrivain précisément différent de cette culture européenne et où la beauté est souvent placée comme un bibelot sur la table. Et donc je voulais que ce soit quelque chose de diffus dans l'espace, qu'on se sente bien quand on est dans ce paysage-là, mais sans voir quelque chose, un élément particulier qui justifierait notre goût d'être là.
Et vous êtes donc le récipiendaire de ce prix, mais vous êtes aussi celui qui les distribue en tant qu'académicien. Donc jeudi 2 décembre dernier, 2021, vous avez, sous la coupole, remis les prix de l'Académie, les grands prix. Haïti était vraiment bien représenté dans cette liste. Et comme vous aimez beaucoup parler des autres et que vous le faites magnifiquement, est-ce que vous nous diriez quelques mots de vos compatriotes Franck Etienne, Émilie Prophète, Louis-Philippe d'Alembert, et je crois que oui. Oui, tout à fait. Et pourquoi ont-ils été primés par l'Académie française? Comment ça se passe? En travaillant sur cette cuvée 2021, quand j'ai remarqué qu'ils étaient 3 d'un coup à être primés par cette rentrée de l'Académie française sur 65 prix, et que j'ai remarqué que Franck Etienne avait eu le plus prestigieux de la rentrée, c'est toujours le Grand Prix de la francophonie, qui est plus haut placé même pour nous que le Grand Prix du roman, qui était allé à un écrivain fort talentueux et désirable. Et je me suis dit, peut-être qu'il y en a eu d'autres. Et j'ai fait des recherches, j'ai trouvé que l'Académie a primé, a couronné 27 fois Haïti durant tout le XXe siècle. C'est-à-dire à partir de 1906, où il y a eu des écrivains, le prix Furtado, qui est Solombenos, des écrivains que l'on ne connaît pas. Il y a eu des poètes comme Edzer Villers, qui était venu chercher son prix accompagné de son ami et mentor Jean Price Mars, qui lui-même l'a reçu 2 fois par la suite. Et il y a eu des historiens comme Timoléon Brutus, c'est des gens que j'ai étudiés à l'école, qui étaient morts au moment que j'allais à l'école, qui avaient fait des textes, des livres sur les héros de l'indépendance. Et je me souviens d'ailleurs, quand je passais les examens du baccalauréat, je crois, il y a une phrase de Timoléon Brutus et qui disait qu'il fallait prendre Jean-Jacques Dessalines, le fondateur de la nation haïtienne, qui était un militaire, qui plus tard a été un homme d'État, et moins bien que le militaire qu'il fut, mais qu'il fallait le prendre en un bloc, comme un bloc, il dit. Il faut le regarder comme un bloc. Alors, on avait fait une erreur dans la transcription, et le texte officiel était devenu pour les enfants qui passaient l'examen, il faut prendre Dessalines comme un blanc. Donc, Timoléon Brutus a eu le prix. Blanc qui veut dire en plus étranger, pas seulement blanc en Haïti. Oui, c'est la colonisation. Dessalines était en plein esclavage, le prendre comme un blanc. Donc, il y a eu, donc c'est ce qui m'est resté. Il y a eu beaucoup, par exemple, Jean Métellus a été le plus souvent primé que tout le monde, et l'un des plus primés aussi de notre époque, à l'Académie tout court, et 3 fois, je crois. Et donc, 27 fois, j'ai dit qu'en Haïti même, on n'est pas au courant. Ah ben et voilà. Et là, il y a Franck Etienne, un écrivain immense, une sorte d'orgue de la Caraïbe qui consomme tout, c'est-à-dire poésie, musique, peinture, sculpture, et chansons, et romans, nouvelles, enfin tout. Et du théâtre, il fait du théâtre, il passe sur de nombreuses scènes dans le monde, en fait, là où il y a souvent une communauté haïtienne aussi, et il écrit des pièces, des monologues qu'il interprète lui-même, donc comédien. Enfin, et c'est un homme orchestre extraordinaire et qui a une morale politique aussi, parce qu'il n'avait jamais quitté Haïti durant tout le régime des Duvalier, qui a duré 29 ans. Ne voulant pas laisser le pays tout seul, il a fait son choix. Et donc, c'est quelqu'un d'extrêmement important. Je me souviens, le lendemain du tremblement de terre, j'allais voir ma mère qui habitait tout à côté de chez lui. Quand je suis passé, il y avait une foule qui regardait la maison de Franck Etienne. Et quand tout à coup, quelqu'un a crié, le poète est vivant, on venait de le voir passer un peu entre 2 chambres et 2 pièces, pour montrer qu'il y a quand même quelque part dans le monde où un poète peut attirer la foule, et où sa mort, où la possibilité de sa disparition peut toucher les gens émotionnellement très fortement. Donc voilà pour Franck Etienne qui fait tout et qui est encore en Haïti, qui vient de sortir de la maladie et la Covid. À l'Académie on dit la Covid, non? Non pas le Covid, attention. Non pas le Covid, attention. Et qui vient de sortir, on parle pour la maladie et non le virus.
Bientôt, on dira Yel Covid, non? Non, on n'a pas opiné sur le Yel, là, officiellement. Et donc, c'est très important de voir, on a dit qu'il était mort dernièrement, et il est vivant. Il a envoyé un message à ses amis en disant cette foutue vie, enfin, qui est inévitable malgré tout quand même. Il y a aussi Emily Prophète, et qui elle aussi vit et travaille en Haïti. Et elle est directrice du bureau des auteurs et ancienne directrice de la Bibliothèque nationale d'Haïti. Elle a aussi dirigé les pages culture et du Nouvelliste, l'un des plus anciens quotidiens francophones d'Amérique, je crois, le deuxième d'ailleurs, après la Presse de Montréal. Et c'est quelqu'un qui est complètement sur le sol haïtien. Donc Haïti continue à produire aussi des éléments extrêmement puissants, et même en pleine explosion, et des gens qui restent non seulement dans le pays, mais qui continuent à travailler, à fonctionner dans le système même, dans l'organisation sociale. Et comme Emily Prophète, poète, écrivain, romancier, qui a écrit 13 livres à peu près, et qui écrit des recueils de poèmes comme des romans, et dont le dernier, Les Villages de Dieu, c'est un roman exceptionnel, l'un des plus forts que j'ai lu, l'un des plus justes, et peut-être même l'un des mieux écrits ces dernières années, et qui m'a vraiment sorti de ma léthargie quand j'ai lu ce livre. Ça fait longtemps, je lis, j'attendais cela. Enfin est venu quelque chose de neuf, un son nouveau, une musique nouvelle, et un territoire nouveau. Parce que les écrivains, pendant longtemps, sont restés dans le territoire de la paysannerie avec Jacques Roumain, gouverneur de la Rosée. Ensuite, de la province avec Marie Chauvette et Amour, colère, folie. Et puis, de la ville avec un idéal politique comme les romans de Jacques-Stéphane Alexis, L'espace d'un ciment ou Compère général Soleil. Et là, brusquement, quelqu'un est allé dans ces microcosmes, ces petits quartiers où il y a une sorte de fulgurance politique, et aussi où il y a beaucoup de crimes qui se passent, où des criminels, des gens sont achetés pour répandre le crime dans le pays. Eh bien, elle a été la première à y aller vraiment là, mais pas à en parler, mais à contourner presque, et pour pénétrer à l'intérieur de ces villages de Dieu, qui sont des villages où la misère rugit, et où la santé est complètement déplorable, où le service sanitaire n'existe pas, l'éducation n'existe pas, tout ce qui reste. Et c'est des gens, c'est la vie nue, et c'est les gens qui essaient de colmater les brèches. Eh bien, elle a été la première à faire un documentaire là-dessus, et doublé d'une écriture qui en fait un roman. Ensuite, il y a Louis-Philippe d'Alembert, qui était au Goncourt cette année, sur la liste du Goncourt. Il est venu d'ailleurs ici même. Sur la dernière liste de concours. C'est un écrivain que l'on suit depuis longtemps, qui, dès le début, a signalé un talent particulier. Et là, on voit les derniers 4 livres, une montée en force, et pas fulgurante, en force, solide, une avancée. Et ce n'est pas pour rien qu'il est sur cette liste, et il reviendra. Et là, il est aussi poète. Voilà. Et certains disent même aussi bon ou même meilleur poète que romancier, mais romancier, il est en très très bonne forme ces temps-ci. Et là, il vient d'avoir aussi un prix, le prix François Copé. Je m'étais battu pour qu'il ait... parce que, pas pour le prix c'est son talent, mais je veux dire, on a plusieurs noms à donner pour le même prix. Parce que François Copé était aimé d'Oswald Durand, qui est notre grand barde national au début du XXe siècle. Et François Copé était aimé en Haïti. Alors, donc, je me suis dit, c'est ça où le prix, et aussi Maria de Heredia, qui est un Cubain, et qui était aussi aimé en Haïti. Et donc, il y a une petite saveur et pour ce prix-là à Louis-Philippe d'Alembert, qui parle beaucoup de l'enfance aussi. Ouais. Alors, si on continue comme ça, et c'est un peu de ma faute, on peut rendre hommage et évoquer tout le monde. On peut évoquer votre ami Jean d'Ormesson, puisque en plus vous êtes au prix Jean d'Ormesson. On peut parler de Jacques-Stéphane Alexis, dont le centenaire de la naissance va être fêté en 2022, de Marie-Claire Blais, la romancière québécoise qui nous a quittés le 30 novembre dernier. J'en parle moi parce que sinon vous allez en parler vous, et comme vous êtes très généreux, on ne va jamais arriver à Bachot. Donc nous voilà à Bachot.
Oui, nous voilà, Bachot. C'est vrai que je suis triste de la disparition de Marie-Claire Blais. Je revois l'image de Jean d'Ormesson c'est le panache, hein. Et Barrès avait dit de Proust qu'il était notre jeune homme. Jean d'Ormesson, à sa mort, était encore plus jeune que nous tous. Et donc, il y a des images. Et ce n'est pas faire beaucoup de choses que de mettre Jean d'Ormesson avec Jacques-Stéphane Alexis, puisque le premier prix Jean d'Ormesson était remis à Jacques-Stéphane Alexis pour l'espace d'un ciment. Donc voilà, et maintenant à Bachot. Alors Bachot vous accompagne depuis très longtemps, Dany Laferrière. Est-ce que vous vous souvenez comment et par quel haïku il vous est apparu un jour dans une bibliothèque, C'était chez une chez amie. quelqu'un. Ah, voilà. C'était chez une amie un après-midi, et j'avais vu ce livre, et je ne connaissais pas du tout le poète Bachot. Je l'ai ouvert, je suis tombé sur ce petit haïku, ça tombe bien, et je crois que c'était les enfants qui imitent les cormorans sont plus drôles que les cormorans. J'avais trouvé ça tellement charmant, j'avais trouvé ça tellement vrai. Et comment peut-on, dans un petit instantané comme ça, arriver à capter à la fois l'âme de l'enfant, de l'enfance même, parce que l'enfance n'est qu'imitation, et joyeuse, et excitée, excitante, et en même temps aussi donner une idée sur, disons, le naturel, sur l'authentique, ironiser à propos de l'authentique et du naturel, alors qu'on était en Haïti, toujours pris dans cette histoire-là, l'identité, c'est l'authentique, ce qui est vrai, ce qui est pur. Et là, Bachot dit, les enfants qui imitent les cormorans sont plus drôles que les cormorans. Ça veut dire, mettons, un étranger qui va en Haïti et qui voudrait être haïtien et qui imite les Haïtiens, ils sont plus haïtiens que les Haïtiens. Et c'est extraordinaire. Quelle ouverture, quelle fenêtre, quel coup de pied au nationalisme. Et est-ce que la forme même du haïku, vous parlez de votre tentation de la sobriété, on en a parlé tout à l'heure, dans être un écrivain américain, enfin écrire plus dans un univers que des phrases. Mais le haïku, ça représente quoi alors pour l'écrivain que vous êtes? Le haïku, je m'en défie d'abord, parce que c'est en traduction. Et ce n'est pas du tout la même chose. Les idéogrammes, enfin, je ne sais pas, et les textes en français. On ne sait pas ce que c'est si on ne lit pas et le japonais. Ce qui n'est pas encore votre cas. Non, pas du tout. Et si on n'est pas japonais. Donc, j'ai jamais cherché à faire un haïku parce que j'ai des doutes sur l'idée même de mettre. Parce qu'on parle de traduction, c'est trahison, mais même pour des cultures extrêmement proches des langues, mettons, on traduit de l'espagnol au français. Donc, voir japonais, et même pour les japonais, un haïku, c'est pas facile. Et donc, comment peut-on voir cela? C'est très difficile. Alors, je fais pas de haïku. Je suis un lecteur de haïku. Et je suis même pas un lecteur de haïku, je suis un lecteur de Bachot, de Shiki, de Buzon, des poètes. Maintenant, c'est Takuboku. Et j'aime lire les poètes, et tout simplement, et je trouve mon plaisir dans un poète comme Bachot. Mais je n'essaie pas de l'imiter. Contrairement à beaucoup d'intellectuels ou de poètes européens ou ailleurs peut-être, qui aimant le haïku, voudraient en faire. Il y a des écoles même, il y a des groupes de gens, et je trouve que on peut se gourer dans cette histoire-là. Qu'est-ce qui vous a appris, Bachot, de plus important? D'être dans le paysage. On m'a toujours appris qu'il fallait regarder le paysage, mais on m'avait pas dit qu'on pouvait en faire partie. Et j'ai eu cette impression d'être dans le paysage lors du tremblement de terre de Port-au-Prince. Quand il y a eu la première secousse, j'étais hors du paysage, je sentais que je pouvais mourir. Et quand il y a eu la deuxième grande secousse et que je savais que j'étais mort, d'une certaine façon, c'était une question de temps, au lieu de paniquer, d'être angoissé, et j'avais subitement l'impression de faire partie du cosmos, que j'allais m'effondrer, tomber dans un trou, comme la terre qui va s'ouvrir, comme les arbres à côté, comme les maisons, et comme peut-être certains animaux. J'avais l'impression de quelque chose d'extrêmement naturel.
et que je ne valais pas plus qu'un oiseau. Et cette impression extraordinaire de faire partie du paysage. Et ça me donnait une compréhension de la mort, que la mort était, et parce qu'elle est singulière et que toute son angoisse vient de là, et on en a fait des rituels, et là c'était la mort sans rituel, vous disparaissez, et vous le faites avec beaucoup de gens, et comme les paysages, et bien voilà, c'est comme ça, c'est une disparition. Vous êtes dans le cosmos s'effondre, et vous avec. Et Bachot m'apprend cela. Quand on regarde un paysage, le paysage vous regarde aussi. Et vous avez, quand on vous entend parler comme ça, on fait un lien immédiat, en tout cas je le fais, avec justement la peinture, le dessin. Oui, parce que le dessin m'a appris quelque chose aussi, une autre valeur, une autre qualité mieux du haïku et de ces poètes-là, c'est l'instantané, même l'instant. Et l'écriture, je suis toujours à la course vers l'instant, vers le moment précis. Si j'écris au moment que j'écris, je ne suis pas dans le moment que j'écris. Et il y a quelque chose qui est à venir. Alors que quand je mets la couleur bleue sur la page, c'est la couleur bleue. C'est la couleur bleue. C'est-à-dire la chose faite représente l'émotion du moment. Et non moi qui essaie d'intégrer une émotion dans une phrase que j'espère qui va être comprise. Il n'y a pas de différé. Et c'est pour ça, par exemple, ce livre sur la route de Bachot, ou ces livres dessinés, c'est les seuls que je feuillette avec le plus grand plaisir parce que je sens que c'est pas moi. C'est un instant. Et l'instant, je pouvais rater ou pas. Alors que l'organisation de la page, des phrases, des mots, des lettres, c'est une organisation qui ne peut éclater. C'est comme une bombe que je pose qui n'éclatera qu'au visage du lecteur. Et pour ça, le plaisir que j'ai pris, il est resté là. Et il est autonome, il est unique. Et je peux le prendre, le même plaisir, en regardant cela. C'est pas moi. C'est-à-dire que vous ne reprenez pas vos dessins? Vous ne les Presque pas. Et c'est pour ça que j'écris. Si le dessin est trop bien, je ne le reprends pas parce que je suis sûr que je ne pourrais pas faire exactement comme cela. Parce qu'un dessin très bien n'est pas forcément un dessin bien fait. Si je perçois une émotion, donc je sais que je ne pourrais pas avoir. Alors si dans le temps je fais une faute dans le texte ou qu'il est moins bien, je préfère prendre la chance, le risque d'avoir. Si le texte est très bien aussi, bien écrit, bien calligraphié, si l'on peut dire, le dessin est moins bien, je peux laisser aussi. C'est-à-dire, c'est sur deux jambes. C'est une alchimie. Oui, si quelque chose est sur deux jambes, ça peut marcher. Même si une jambe est plus courte que l'autre, ben on boitille. En tout cas, c'est un livre magnifique qui me semble un peu plus engagé, même si c'est un mot qui n'est pas dans votre vocabulaire. Dans le sens où il y a eu cette phrase un nègre est un homme, pardon, et tout homme est un nègre. Et ça me fait venir à un livre que nous ne connaissons pas ici, mais que vous avez publié à Montréal, aux éditions Boréal, qui est un petit traité sur le racisme. Et ça, c'est quelque chose qu'on aurait pu lire ici aussi, ou pas, et pourquoi pas? Bon, ça va pas être cassé. Mais il y a des livres comme ça qui paraissent. Avant, en France, par exemple, sur la route avec Bachot, n'a pas encore paru au Québec, ça paraîtra au printemps. Et celui-là est paru au Québec, il paraîtra au printemps et chez Grasset. Et c'est pas des. À part peut-être Mongo, qui était un peu trop sur le Québec, qui pourra un jour paraître en France si je fais une sorte un arrangement avec certaines choses. Et bon, pour la question politique, je ne pense pas que j'ai écrit de livres plus politiques. Je ne pense même pas qu'on a écrit dans notre époque contemporaine de livres plus politiques. Et que le cri des oiseaux fous, et donc dans la littérature haïtienne. Et je n'ai pas besoin de répéter ce que j'ai dit à chaque fois. Et je crois que le cri des oiseaux fous est un livre qui parle de l'époque de Duvalier, mais qui raconte l'histoire haïtienne et le délitement de la société haïtienne. Et quand je parle des questions de l'individualité que vous avez évoquées tout à l'heure, et puis aussi
d'une atmosphère qui est comme une bulle où l'on pourrait se trouver dans la société haïtienne et du danger permanent de tout. Enfin, et j'ai décrypté aussi la dictature de Duvalier. Enfin, quand je verrai un livre plus politique écrit en Haïti, je tenterai d'en faire un autre. Mais j'en ai pas vu jusqu'à présent et qui est de témoignages sur la société haïtienne et la situation politique haïtienne. Non, si on regarde attentivement mes livres, on va voir il y a des traces tout le temps de ces choses-là. Seulement, j'ai jamais mis la politique au premier plan dans ce que j'ai fait. D'ailleurs, j'ai pas parlé de politique, je parlais d'engagement, mais disons petit traité oui, sur le racisme, c'est quand direct. Même... Voilà. C'est du direct, voilà. Mais on ne l'a pas lu ici, donc nous en parlerons quand il sortira. Oui, quand il sortira. Mais engagement, moi, l'engagement sur l'adjectif est un engagement beaucoup plus fort. Le premier engagement qu'un écrivain doit avoir, c'est d'être un bon écrivain. D'abord, pour qu'il soit lu. Et est-ce que, comme vous avez dans Bachot une petite caméra, puisqu'on est avec Bachot, mais on est aussi un peu partout où la vie vous a mené, dans des grandes villes, de retour justement à Port-au-Prince ou en Haïti en général, on vous voit même quand vous avez 15 ans en train de découvrir un OSS 117, et on voit une petite caméra que vous présentez, je suis la petite caméra. Et non, c'est elle qui se présente, voilà. Oui, c'est elle. C'est un personnage qui regarde, qui a des grands yeux et qui regarde le monde. Et qui a des sensations, qui a faim de nouvelles sensations. Oui. Alors, de quoi avez-vous faim vous-même, Dany Laferrière ? Parce qu'on parle de poésie, il y a des choses nouvelles qui... J'ai écrit 33 livres. Et si on me lit, on saura de quoi j'ai faim. Oui. C'est-à-dire que j'ai mis toutes les émotions là-dedans et j'ai faim de ce qui habite les autres. C'est ça, un écrivain. Il puise, à un moment donné, il n'a plus de ressources émotionnelles et personnelles. Et il rencontre les gens et il les regarde comme caméra. Et puis, il absorbe leur énergie et puis voilà. Et sinon, aucun être humain ne peut écrire plus de 5 livres peut-être. Et après 5 livres, il faut passer aux autres. Il faut les absorber, il faut les écouter, il faut les entendre, il faut devenir une sorte de sismographe ou de cage acoustique. Il faut être toujours aux aguets. J'ai faim des autres. Et la forme que vous avez choisie ou qu'on va bientôt découvrir comme poète, comme poésie, vous avez écrit là vous avez donné un manuscrit à la collection d'Alain Mabanckou chez Point Poésie. À quoi ça correspond dans cette bibliographie de faire un recueil de poèmes, de ne choisir que cette forme-là, qui d'ailleurs est, enfin, je trouve, du moins, qui est très présente finalement. Oui, c'est cela. Et je pense que j'ai toujours été poète, d'une certaine manière. Et j'avais pris garde de le dire. Pour moi, c'était un secret pour moi. C'est-à-dire que je ne suis pas un poète de la forme poétique, mais je suis un poète des sensations, des émotions. Et donc, même là encore, dans ce livre qui s'appelle « Dans la splendeur de la nuit », où j'évoque une nuit à Port-au-Prince à 15 ans et où il y a tous les dangers, mais en même temps des dangers métaphysiques aussi, pas seulement des dangers réels, poétiquement évoqués de ce garçon qui se perd dans la nuit. Eh bien, il y a... C'est en forme de récit, beaucoup plus. Mais le récit, c'est une ambiance poétique, c'est restituer la nuit, les insectes, les dangers, ce qu'on croit être des formes, que les choses prennent des formes différentes. Pour un enfant toujours gardé à la maison et qui se retrouve perdu dans la nuit, et puis des coups de revolver, et des gens qui meurent, des gens qui ont des quartiers, et tout ça. Toute cette évocation, pour moi, est tout à fait poétique. Pas besoin de mettre ça en forme de poème, comme on dit. Et c'est cela un peu ce livre. Il est écrit à la main aussi, et puis il est dessiné, bien sûr. Bien sûr, je trouvais que
quand Alain Mabankou a pris la direction de cette collection, qu'il fallait aussi des choses nouvelles et dans la collection Point Poésie. Quand je dis nouvelles, les autres ont fait aussi, mais je veux dire, dessiner et écrire à la main, c'est nouveau dans la collection. Peut-être que ça finirait par faire venir d'autres, parce que faire un recueil de poèmes dessinés et écrits, c'est plus facile que tenter un autre livre de 384 pages ou bien de 400 pages. Et donc, ça va plus encore avec cette idée-là. Donc, pour l'instant, et avant ce recueil de poèmes, on se jette, on se précipite, on ouvre, on achète, on offre sur la route avec Bachot aux éditions Grasset. Et merci Daniela Ferrière d'être venue jusqu'au studio du Point pour cette causerie qui nous a ravis. Eh bien, merci, moi aussi. Moi aussi.